Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. On est invité chez les Martins. On part dans 10 minutes. Tu t'habilles pas comme une pute, s'il te plaît. J'ai 50 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que ça évoque pour toi le 25 novembre? C'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ça me touche, donc d'où mon bégaiement. Ça me concerne en quoi? Ça me concerne que j'ai été victime de violences conjugales. C'est un sujet sur lequel l'actualité s'est penchée ces derniers temps. Et je souhaite que toutes les femmes, in fine, se mobilisent. Et quant à moi, naturellement, je suis mobilisée et je suis même bénévole au sein d'une association qui lutte contre les violences faites aux femmes, qui s'appelle Elles Imaginent. Jamais, 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 je n'aurais pensé, compte tenu de ma vie, subir cela un jour. Et surtout, le plus effroyable, c'est subir des violences conjugales sans savoir que c'était des violences conjugales. C'est tout un ensemble de choses. Parce que pour moi, la violence conjugale, comme pour un certain nombre de personnes, je pense, c'était la violence physique. Or, la violence conjugale, ce n'est pas uniquement la violence physique. Loin de là. Avant d'en arriver à la violence physique, il y a de la violence psychologique. J'ai découvert cette violence psychologique. Il y a également de la violence financière. J'ai découvert cette violence financière. Et oui, maintenant je peux mettre en mots le fait que j'ai été victime de violences conjugales et que j'essaye de m'en sortir. Le chemin est encore long, du moins celui de la reconstruction. J'ai fait le plus gros du travail puisque j'ai quitté mon mari il y a 2 ans et demi maintenant. Je l'ai quitté comme dans les films. C'était assez cocasse. Je n'ai pas trouvé d'autres moyens pour m'extraire de cette violence quotidienne qui allait me rendre dingue. Je crois que je ne m'étais même pas posé la question à l'époque. J'étais dans un état de stress tel et je somatisais tellement. Parce qu'il faut aussi parler de l'impact sur la santé de ces violences conjugales. J'ai toujours eu une santé de fer, j'étais sportive, très péchue. Et tout mon corps a été fracassé par ces agressions quotidiennes. J'ai développé des tas de pathologies. Alors oui, quand tu me dis peut-être au détriment de ta vie, sans doute. Parce que j'avais cette urgence à fuir, tellement je me sentais en danger. J'ai mis très longtemps à en parler parce que j'ai mis très longtemps
à comprendre ce qui m'arrivait. C'était très sournois. Ça commence par des petites réflexions à la base, auxquelles on ne prête pas attention. En clair, tu fais tout mal. Ah bah tiens, tu as fait ça. Non mais c'est pas une critique, hein. C'est pas une critique. Alors on se dit, bon, laisse passer. Il y a tellement de choses à dire et en même temps, je vais avoir du mal à les énoncer. Même si j'ai fait une thérapie et que je continue d'ailleurs. J'ai dit une fois à mon psychiatre une chose qui, quand j'y repense, me fait rire. Je lui ai dit, j'ai des problèmes de mémoire. Je suis très inquiète, docteur. Je crois que je perds la boule parce que j'ai un Alzheimer précoce. Dans la même séance, je lui ai dit, en fait, je voudrais tellement oublier. Il me dit, mais vous venez, je fais le raccourci clavier, il me dit, vous venez de dire pourquoi vous n'arrivez pas à vous souvenir. J'ai tellement, en fait, envie d'oublier que dès que les souvenirs ressurgissent, encore maintenant, je peux me réveiller en pleine nuit en cauchemardant. Ça va être sur des phrases anodines. Et en fait, on ne réalise pas. On ne réalise pas. Alors depuis que j'ai fait une thérapie et que j'ai travaillé sur ces thématiques-là, oui, alors je peux confirmer, effectivement, on est dans un état de sidération. Chaque fois qu'on resubit un choc, alors au départ c'est des mini-chocs, mais c'est tous ces mini-chocs, tous ces mini-traumas accumulés font qu'on perd la boule. Et après, on en arrive à oublier des choses et ils s'engouffrent dans la brèche. Donc après ça devient... Non mais tu as mal compris ma chérie, mais d'un ton très doucereux. Alors comme effectivement la confiance en soi vacille et qu'on se sent très fatigué psychiquement, physiquement, parce qu'à côté de ça il y a la vie qui continue, il y a les problématiques de la vie qui continuent. La perte d'un travail, il faut se remobiliser, des problèmes de santé qu'on a développés suite à ça, des tas de choses. Et on se dit, bon, il a peut-être raison. Et voilà, à force, on se dit, il a peut-être raison, il a peut-être raison, il a peut-être raison. Et le travail d'exclusion, tu perds ton boulot. Tu es censé être aidé par ton mari, qui ne t'apporte aucune aide, alors que tu l'entends au téléphone de ton domicile proposer du travail à des tierces personnes, à d'autres femmes. Et là, tu te dis, je comprends pas. Alors tu le sollicites. Tu te dis, bon, peut-être qu'il n'a pas compris que tu le sollicites. Il ne répond pas présent. Alors tu galères à retrouver du travail. Pendant ce temps-là, la pression financière s'accentue puisque tu n'as pas de travail. Donc une baisse de revenus. Mais les charges, elles courent. Nous étions tous les deux, l'un et l'autre, dans une situation financière très confortable. Et il m'a toujours fait participer aux charges. Et jamais ça ne m'avait traversé l'esprit que peut-être ce n'était pas normal, puisque dans sa perversion, dans sa perversité, il valorisait le fait que j'étais une femme autonome, qui gagnait correctement sa vie, et donc par voie de fait, il était tout à fait normal que je participe. Je n'ai jamais rechigné à participer aux charges. Je lui ai dit, j'arrive à fin d'indemnisation, ça va être très difficile pour moi de continuer à mettre quasiment 2000 € par mois dans le pot commun. Mais à ce moment-là, vous dites, mais ça va être un problème, et il m'envoie un mail. Je fais des raccourcis clavier parce que voilà. Et donc, alors dans ce cas-là, on se dépêche de retrouver un travail, n'importe lequel, juste pour gagner un peu de sous. C'est la cavalcade des missions d'intérim, des CDD précaires avec une rémunération qui est à minima de 50% en deçà de celle qu'on avait avant. Pendant ce temps-là, je répète, les charges restent les mêmes. Et donc tous les mois, pour pouvoir payer à mon propre mari, à mettre dans le pot commun des charges inhérentes à notre mode de fonctionnement qu'il avait choisi, je n'avais pas compris où il voulait en venir. Et donc, on en arrive à faire que on puise tous les mois dans le peu d'argent qu'on a réussi à mettre de côté et que je destinais notamment aux études supérieures de ma fille. Puis un jour, on dit stop. Parce qu'entre-temps, on a commencé à parler un peu et surtout on a commencé une thérapie parce qu'on s'est dit ce que je vis c'est pas normal. Et ce que je vis c'est pas normal
parce qu'il y a cette pression financière et parce qu'on se rend compte qu'on est complètement isolé socialement et qu'on le réalise enfin. Je me suis rendu compte qu'à part une fois dans l'année, je ne pouvais pas inviter ma famille chez moi. Que les rares fois où je les invitais, donc à l'occasion des fêtes, dès qu'ils partaient, j'avais droit à des réflexions très désagréables sur le comportement de ma famille. On se dit, bon, on a une différence culturelle, peut-être n'a-t-on pas les mêmes codes. Ok. Dans le même laps de temps, je ne voyais pas mes amis proches, qui étaient culturellement proches de lui. À l'inverse, il était bien content les rares fois où on allait chez eux, puisqu'il était toujours bien reçu. À l'extérieur, c'est toujours extraordinaire. C'est pour ça qu'on a des scrupules à parler. Qui va nous croire, effectivement? Alors, la chance, quand on a des amis desquels on est vraiment très proche, on nous écoute quand même. Ils ne savent pas comment nous aider. Alors au début, ils essayent de nous dire, on ne parle pas de violence. Ils me disent, non mais tu sais, vu le niveau de responsabilité de ton mari, il est fatigué. Tout ce que je croyais moi aussi. J'ai toujours pensé que c'était temporaire. C'est entrecoupé de phases magnifiques. Et ça aussi, je l'ai appris en décortiquant ce schéma de violence conjugale. Parce qu'en fait, il était imbuvable. Il rentrait dans des colères noires. Et ensuite, il redevenait doux, aimant, etc. Puis après, ces cycles se raccourcissent. C'est-à-dire que les moments où il se met en colère deviennent de plus en plus fréquents. Jamais rien n'aurait été bien. Jamais. Et donc, du coup, c'est là où je parlais du corps qui somatise à son insu. On devient crispé tout le temps. On ne lâche jamais la pression, tout le temps. Moi, j'ai eu des problèmes de mâchoire qui ne sont toujours pas réglés à ce jour parce que je contractais tout le temps la mâchoire. On sursaute au moindre bruit. Ma pire angoisse, quand je me suis retrouvée sans travail, et Dieu sait que j'ai cumulé les missions, entre 2 missions, etc. Parce qu'il faut quand même retrouver du travail, etc. Où, quand il n'était pas là, je me disais, je vais avoir un instant de répit. Je ne l'avais pas. Et je pouvais être sur le canapé en train de me détendre à regarder une émission qu'en réalité je ne regardais même pas. J'étais dans un état quasi second. Et dès que j'entendais le bruit de l'ascenseur, je me surprenais à sursauter et à sauter sur la télécommande et à éteindre la télé pour me redonner une contenance et vaquer pour pas me faire engueuler. Non mais c'est dramatique quand j'y pense. Et on développe sans cesse des stratégies d'évitement. Sans cesse. Je suis maman et je n'envisageais pas de refaire ma vie avec un autre homme. Ma priorité était vraiment ma fille. Et lorsque je l'ai rencontré, au bout de 3 ans de célibat, consacré à mon travail, à ma fille, etc., je ne voulais pas lui présenter ma fille. Et lui, il insistait. Pour la rencontrer, je lui dis, écoute, nous sommes entre adultes consentants. Je ne présenterai ma fille un jour que si on sait qu'il y a un avenir sérieux ensemble. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai mis le doigt dans un engrenage et ce fameux phénomène d'emprise. Nous allons chercher ma fille à l'école, effectivement, et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Il a séduit ma fille. C'est pour ça que je dis que le terme que j'allais utiliser est assez fort. Dans la voiture, il ne la connaissait pas, il ne le connaissait pas. Il y a eu d'entrée de jeu une connivence inouïe entre eux, tellement il l'a mise à l'aise. Avec le recul, j'ai décortiqué en thérapie qu'il avait prémédité son geste. Parce qu'effectivement, il avait emmené un livre à lui offrir, alors qu'il savait que je ne voulais pas qu'il rencontre ma fille. Donc, en y allant très doucement, il m'a forcé à aller dans le sens où lui voulait. Donc, c'est vraiment clairement de la manipulation. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps que j'ai pris conscience
qu'il avait ma fille en grippe. Et comme je vous dis, c'est des schémas. Je pense sincèrement que je n'ai pas encore tous les décodages, mais c'est un long processus pour avoir sa mainmise, son emprise. Ça commence par les enfants, les amis. On se retrouve isolé socialement. Je ne pouvais même pas, par exemple, j'avais l'habitude, j'étais très sportive, comme je le disais en préambule, et avec un rythme de travail assez effrénant. Et donc, j'aimais bien aller me défouler un peu au sport le week-end. Il a tant et si bien fait que je n'y suis plus allée. Et c'était le seul moment où j'arrive encore à retrouver une amie proche. On se coule dans ce moule pour éviter les cris, pour éviter les remontrances, et finalement on n'est plus rien. Moi, tous les gens qui me connaissent bien, ou même ceux qui ne me connaissent pas dans mon environnement professionnel, dès que j'arrive quelque part, on me dit t'as un rayon de soleil. Heureusement, j'avais une joie de vivre, une capacité à croquer dans la vie assez incroyable. Tu as jamais rien laissé paraître au travail Jamais. Jamais, c'était impossible pour moi. J'avais une stature sociale à maintenir. C'est très compliqué. Et après mon départ, j'ai découvert effectivement que je n'étais pas la seule compagne de vie, ni femme qui l'avait maltraitée de la même manière. Et quelque part, c'est très dur ce que je vais dire là, mais on se sent réconforté, consolé. Parce que enfin, on se dit qu'on n'est pas folle. Je l'aimais déjà. Il faut rappeler ça aussi. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais ces histoires-là, qui nous font tant souffrir, qui nous meurtrissent au plus profond de notre âme et de notre corps, débutent toujours par une histoire d'amour. On les a aimés. Moi, je l'ai aimé quand je l'ai rencontré. Il s'est présenté à moi, c'était le prince charmant. Il était tellement prévenant, tellement galant, tellement... Ce qui fait que c'est le coup de massue après. C'est le coup de massue. Et effectivement, dans ce que j'ai compris dans ces problématiques de violence conjugale, c'est que tel qu'on l'a connu, malgré les violences que l'on subit, ces périodes ces périodes de rémission, ces périodes où il redevient doux, tendre, attentionné, que je sais maintenant qu'on appelle les phases de lune de miel, ce sont ces moments-là qu'on a envie de retrouver, puisqu'on les a déjà connus. On ne peut pas s'imaginer, on est dans le déni, on ne peut pas s'imaginer qu'on se soit trompé à ce point. Et il ne nous laisse pas croire il ne nous laisse pas le laps de temps suffisant pour se dire qu'effectivement on s'est trompé, puisque régulièrement il y a ces phases où il redevenait super tendre, super attentionné. Il me disait tiens, voilà, on va partir en voyage à tel endroit. Ok, je l'ai cofinancé les voyages au final. Mais j'étais tellement heureuse qu'il me propose des choses comme ça, me disant bon, et on se dit à chaque fois, bon allez, ça ira mieux demain. Allez, après chaque crise, on se dit ça ira mieux. Et sauf que, comme je le disais précédemment, ces crises deviennent de plus en plus rapprochées, jusqu'au jour où on commence à résister. Donc comme on résiste, les crises se rapprochent, et là, on a affaire à la violence physique qu'on n'attendait pas. On se retrouve un soir au commissariat, et là, on se dit, dans quel monde on vit? La peur au ventre, à attendre dans le froid pendant 3 heures qu'on daigne nous raccompagner chez nous. Et on nous dit, mais madame, vous n'avez pas un endroit où aller, des amis qui peuvent vous héberger? Mais non, non. Et de la famille? Non. On peut pas crûment dire à sa famille qui vous croit heureuse, parce que les rares fois où il le rencontre, il se présente bien, un homme qui a une stature, qui a belle prestance, qui a une téléséance en public, un bon mari. Surtout nous, culturellement parlant, la différence elle est là aussi. Je crois qu'on est conditionné
dès notre plus jeune âge, une fois qu'on est marié, à ne pas emmerder ses proches avec nos histoires de couple, parce que même si on ne nous le dit pas clairement, je crois que dès l'enfance, on est conditionné à une fille, c'est une charge pour nous, et quand elle sera enfin casée, sortie de la maison, il y a son mari pour s'occuper d'elle, on aura moins de charges. Et quand les coups viennent, là, on se dit... Moi, je me souviens avoir dit au commissariat, pas ce soir-là, mais après, lorsque je suis allée déposer une main courante, en pleurs, quelque chose de complètement idiot. Mais vraiment complètement idiot. J'ai dit, je n'avais pas conscience que tous les milieux sociaux puissent être concernés. Parce qu'ils m'ont renvoyé l'image d'une pauvre fille. C'est... Ouais, on vous renvoie l'image d'une pauvre fille. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ouais, on est catalogué au rang de pauvre fille. Quasiment inculte, analphabète, on ne se dit pas qu'on a fait des études. Parce que forcément, pour ne pas répondre à ce type d'homme, pour les gens qui ne connaissent pas les phénomènes d'emprise, on est forcément faible, on est forcément inculte, on est forcément très con. Et donc cette image-là, vous la prenez en pleine gueule, passez-moi l'expression, en pleine poire. Et donc vous dites, mais s'ils avaient raison. Pour avoir des preuves, à moins d'arriver vraiment en sang et d'avoir je ne sais combien de jours d'ITT, on vous dit pas, vous avez été frappé. Moi, je suis pas arrivée en sang avec, je suis arrivée au commissariat la deuxième fois qu'il a voulu porter la main sur moi. La première fois, c'était très violent, c'était un violent coup asséné sur la tête, alors que je lui faisais dos et que je ne l'ai même pas entendu rentrer dans la pièce. Et là, vous êtes tellement saisi, vous dites qu'est-ce que je fais D'abord, il faut secouer la tête pour remettre les choses en place parce que le coup a été fort. Et qu'après, vous dites je vais appeler quelqu'un au secours et qu'on vous empêche de prendre le téléphone et qu'après, il y a des altercations et que voilà. Et que après, vous osez en parler. Longtemps après, et que la deuxième fois qu'il a voulu réitérer sous un prétexte fallacieux, vous attendez pas les coups, vous courez. Je suis partie comme une folle, à peine habillée, j'ai claqué la porte, il m'a dit où tu vas, je lui ai dit je vais chez les flics. Voilà, et quand je suis revenue chez moi raccompagnée par les forces de l'ordre, j'ai l'impression que c'était pas le même homme. Il avait regagné son calme. Il m'a traité devant eux d'hystérique. Et forcément, il ne s'est rien passé. Les forces de police lui ont dit écoutez, monsieur, nous vous ramenons votre femme. Nous espérons qu'il ne se passera rien et que s'il se passe quoi que ce soit, elle va nous appeler. Nous reviendrons. Il s'est calmé sur le coup, mais la violence psychologique, elle devient encore plus forte. Les menaces, tout le temps. Et en vous poussant à la faute tout le temps pour que ce soit vous qui pétiez un boulon. Tu penses qu'il cherchait quoi à te faire partir de la maison Alors, j'ai pensé qu'il cherchait à me faire partir de la maison. Et d'ailleurs, je suis partie. Mais pas parce qu'il cherchait à me faire partir de la maison, parce que je n'en pouvais plus. Mais lorsque je suis partie, je pense qu'il a très mal vécu. Parce que j'étais déjà partie une fois. J'étais déjà partie une fois, 1 an avant. Suite à une grosse crise, où il a dû s'absenter 2 jours. Je l'ai laissé partir, c'était sur un week-end où il a dû s'absenter. Et j'étais tellement mal que j'ai appelé une de mes cousines. Je lui ai narré ce qui s'était passé, elle le connaissait. Et elle me dit, c'est pas possible, tu viens à la maison. Je dis, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Elle me dit, je veux rien entendre, tu pars dans le premier train et tu viens à la maison. J'ai suivi son conseil. Quand il est revenu chez nous, qu'il ne m'a pas trouvé,
m'a appelé. J'ai refusé de lui répondre parce que j'étais très mal dans ma tête. Et ma cousine m'a dit, tu lui réponds pas. Il m'a harcelé de SMS et de coups de téléphone. J'ai refusé de lui répondre. Alors au départ, c'était des SMS et des messages très doux. Où es-tu, ma chérie, etc. Mais ça, j'avais l'habitude aussi. Ce qu'il voulait, c'était savoir où j'étais. Et donc, je savais qu'il fallait pas lui répondre. Parce que généralement, quand il sait, il se calme. Parce qu'il redevient Dieu Tout-Puissant qui maîtrise tout. Et là, j'étais fermement décidée, épaulée par ma cousine, et vu l'état dans lequel j'étais, à ne pas lui répondre. Donc, j'ai pas répondu. J'ai dû regagner mon domicile. Pratiquement une semaine après, la boule au ventre. Pourquoi on t'avait conseillé de retourner à la maison? Mais où aller? J'étais partie avec des vêtements pour 3 jours. Et où aller sans argent, sans rien? Je rappelle qu'à l'époque, je continuais de payer pour les charges de notre appartement et nos impôts. Et que j'avais 0 revenu. Alors, faire quoi? Puis on est dans un état psychologique qui est quand même assez difficile. Je n'avais pas d'autre choix que de retourner chez moi. En me disant, qu'est-ce qui va se passer? Et à ma grande surprise, lorsque je suis arrivée, c'est pour rebondir sur la question que vous m'aviez posée tout à l'heure, il m'a vu rentrer. J'ai vu un sourire très doux sur son visage, de l'étonnement dans ses yeux, et un énorme soulagement. Sur le coup, ça m'avait remis en confiance. Funeste erreur, puisque 1 an après, je partais définitivement. Et en fait, il m'a harcelée après pour savoir où j'étais. Harcelée. Et j'ai tenu bon. Cette fois-là, pour une chose, c'est que mon thérapeute m'avait expliqué qu'il ne fallait absolument pas que je lui dise. Parce que si je lui avais dit, ça l'aurait calmé comme d'habitude sur un laps de temps. Il aurait eu le sentiment de reprendre le dessus et ça aurait continué. Et en fait, mon thérapeute m'a expliqué que c'était un chat qui jouait avec une souris et que plus la souris était à l'agonie et plus il était content. Et il aimait me voir agonisante. Il jouissait même à ce moment-là. C'est terrible à dire, mais ça lui procurait une jouissance extrême. Et quand il m'est arrivé des coups difficiles, au niveau santé, par exemple, j'ai eu un problème de santé qui aurait pu être beaucoup plus grave que ce que ça n'a été. Et pendant une semaine, j'ai envisagé tous les cas de figure, comment protéger ma fille, etc. Parce que franchement, je pensais que potentiellement, je pouvais en mourir. Et donc, j'avais un rendez-vous à l'hôpital. La veille de mon rendez-vous à l'hôpital, après une semaine d'angoisse infinie, il daigne me demander comment je vais. Je dis, écoute, je suis quand même assez angoissée par mon rendez-vous à l'hôpital demain. Et là, il me regarde. J'espérais qu'il me propose de m'accompagner. J'aurais aimé être soutenue à ce moment-là. J'avais osé en parler à personne, si ce n'est à ma cousine, parce que je ne voulais pas, toujours la même cousine, affoler mes amis, ma fille, mes proches. Et j'espérais, c'était quand même mon mari. J'attendais qu'il me propose de m'accompagner. Jamais pendant cette semaine d'angoisse. Il ne m'a rassurée, il ne m'a proposé de m'accompagner à l'hôpital. Et le lendemain matin, je me suis levée et il m'a dit « je t'accompagne ». Il m'a accompagnée, on a fait les examens nécessaires. En sortant de là, j'étais encore un peu sous le choc, mais j'étais soulagée puisque ce n'était pas une tumeur. C'était de ça dont il s'agissait. Il me dit « bon, avant de retourner au travail, je t'invite à déjeuner ». On a déjeuné ensemble et là, il me regarde et il me dit « bon, bah maintenant que tu n'es pas morte, on va peut-être reprendre une vie normale ». Mais quelle vie normale? Mais quelle vie normale en y repensant? Quelle vie normale? On n'a pas une vie normale, je n'avais pas une vie normale.
Et après, bah, ça a continué de mal en pis jusqu'à ce que je n'en puisse vraiment plus et que je décide de partir. 1 an avant de partir, j'avais pris attache avec les services sociaux de mon arrondissement, en pensant qu'ils allaient faire quelque chose pour moi. Je ne trouve pas de mots suffisamment clairs et suffisamment forts pour exprimer cette double peine qui m'a été infligée à ce moment-là, avant d'aller plus loin vers la triple, la quadruple, voire la quintuple peine que je vis encore actuellement, qui est proposée par nos services publics. Je suis tombée avec un assistant social, un homme. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, peut-être, qui m'a fait vivre un harcèlement qui était sans doute similaire à celui que je vivais auprès de mon propre mari. Ça a traîné pendant 1 an. Et je pense que ce monsieur ne m'a absolument pas prise au sérieux, alors que je vous rappelle que pendant tout ce laps de temps, j'enchaînais des missions. Ça pouvait être 1 mois, ça pouvait être 15 jours, ça pouvait être 1 semaine. Et que je m'arrangeais pour prendre des rendez-vous à un moment à l'insu de mon mari. Il ne fallait absolument pas qu'il se doute. Parce que moi, mon souhait le plus cher à ce moment-là, c'était de partir. Mais comment partir dans la situation financière dans laquelle je me trouvais? Où aller? Où habiter? S'il me retrouvait, qu'est-ce qu'il allait faire? Quelle aurait été l'incidence sur ma fille, puisqu'il il savait où elle résidait lorsqu'elle n'était pas avec moi? Enfin, il y a tout ça. Quelle incidence sur mes amis, sur ma famille. Je me suis dit, s'il débarque en furie et qu'il estourbille l'un d'eux, mais je m'en voudrais toute ma vie. J'ai d'abord commencé à en parler à mes amis, et ce n'est qu'après mon départ que j'en ai parlé à ma propre famille, qui ont été sidérés. Et qui m'ont dit que naturellement, ils auraient été là pour moi. Et pourquoi je n'avais pas parlé plus tôt? Ma tolérance au stress et à la pression a beaucoup baissé. Et que... C'est aussi parce que tu es beaucoup encore sous pression. Tu nous expliqueras que voilà, tu es partie du domicile conjugal, ouais. Les choses sont loin d'être réglées. Non. Non, c'est loin d'être réglé parce que je me suis retrouvée à la rue. Oui, tu te doutais que ça allait être long. Je savais que ça allait être compliqué. Je savais que ça allait être compliqué, je savais que ça allait être dur, je savais qu'il fallait des moyens financiers, parce que derrière, il faut faire une demande en divorce, il faut trouver un bon avocat, il faut payer les avocats. Ce qui a été le plus difficile, c'était le passage par le SAMU social de Paris. Ça restera, je pense, gravé dans ma chair à jamais. Et je crois que jusqu'à la fin de mes jours, je me battrai contre ce système ignoble qui fait qu'on paie des marchands de sommeil, que l'État, avec nos impôts, paie des marchands de sommeil, et j'ai des photos d'ailleurs que j'ai prises, entre 35, ça peut aller jusqu'à 75 € la nuit pour une personne, pour des taudis. On va dormir dans la rue concrètement. Comment? Pour ne pas dormir dans la rue. Pour ne pas dormir dans la rue, ouais. Et la 3e nuit, j'ai pas pu. C'est une amie, parce qu'il faut quand même avoir conscience qu'on est là avec ses sacs, que dans la journée, il faut quand même vaquer à trouver un travail. Moi, je me souviens d'avoir passé une nuit au SAMU social, à pas fermer l'œil de la nuit, parce que la porte de ma chambre ne fermait pas, que ça hurlait à l'extérieur, il y avait des fous, que le monsieur qui tenait la maison m'avait l'air un peu bizarre, que je n'osais même pas aller aux toilettes, et que je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, et que le lendemain matin, j'avais un entretien d'embauche pour un CDD. Je sais pas j'ai eu le poste, c'est un truc incroyable, j'ai eu le poste.
Je crois qu'on développe des forces insoupçonnées. Et quand je suis partie le matin, je pouvais pas décemment arriver en entretien avec 2 valises et un sac d'une grande, au logo d'une grande surface avec ma serviette dans laquelle j'avais pu prendre une douche et tout. Et donc j'ai demandé au monsieur si je pouvais laisser le temps. Il m'a dit oui. Je fais mon entretien, je suis revenue. Et pendant tout mon entretien, je me suis dit, mais si je ne retrouvais pas mes affaires, parce qu'ils ne sont pas habilités à les garder. J'avais mon ordinateur. Je me suis dit, mais il ne me manquerait plus que je me fasse voler mon ordinateur. Et comme je n'étais pas véhiculée, je reçois un coup de téléphone qui me dit, voilà, on vous a trouvé une deuxième nuit dans un endroit qui était très éloigné encore. Comment faire pour y aller après la journée que je venais de passer avec mes 2 valises. Fort heureusement, une amie m'a appelée à ce moment-là. Elle m'a dit, mais tu dors où cette nuit? Et je dis, bah voilà, on m'envoie dans un tel endroit. Elle me dit, écoute, je viens te chercher, je t'emmène. Elle s'est fait accompagner par son compagnon parce qu'elle aussi, elle ne savait pas où on allait atterrir. Elle est partie la boule au ventre en me laissant. Parce que ça lui semblait aussi, voilà. Le lendemain matin, il était prévu que je reste plusieurs jours à cet endroit-là en me disant, bon, ça va me faire me poser un peu. Non, ça s'est pas passé comme ça. On m'a dit, bah non, bah vous devez partir et puis les gens reviendront vers vous vers 17h pour vous dire où vous allez aller dormir. Ma foi, on va dans un café, on est encore propre, on a des sous et puis on trouve de quoi s'occuper avec ses valises. À 17h, je reçois un coup de fil. On me dit, voilà, on me renvoie dans un autre endroit, encore en banlieue. J'appelle une autre amie qui me dit, écoute, je vais venir te chercher et je t'accompagne. Et quand on a vu ce 3e endroit, je savais pas quoi dire. Il y avait ça, si ce n'est que ça me restera profondément marqué. Et l'amie qui était avec moi a regardé ce taudis, elle me dit non, je te laisse pas là, tu viens dormir à la maison, on va se débrouiller. Maman, en couple avec 2 enfants. Je dis ok. J'ai appelé l'association en me disant bon je refuse, je peux pas, j'étais en larmes, etc. On me dit mais qu'est-ce que je vais faire demain? Puis après, les amis s'appellent, il y a un réseau de solidarité qui se crée. On est très mal parce qu'on n'ose pas déranger les uns et les autres, parce que vos amis vous aiment, mais ils souffrent aussi avec vous. Parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas d'autre choix que de vous offrir une aide ponctuelle. Et après. Voilà, donc jusqu'à la fin de mes jours, je crois, je me battrai contre ça. Et je ne le souhaite à personne. Et dans ce que j'ai vu, je comprends mieux pourquoi les gens préfèrent la rue. C'est triste à dire, hein. Mais c'est pas des conditions pour y loger des personnes qui sont déjà dans la souffrance. Et cet homme qui m'a dit, devant cette amie qui m'a finalement ramenée chez elle, mais madame, mais vous croyez où? Ce n'est pas un hôtel ici. C'est un hôtel social. Est-ce à dire donc que dans les hôtels dits sociaux, des bouges, ouais, on est dans la merde et on mérite que la merde, parce que c'est ça concrètement que ça vous renvoie comme image. Vous êtes une merde. La preuve, il y a de la merde dans la cabine de douche. Il y a de la merde sur les toilettes qu'il y a à la turque, qu'il y a sur le palier. Vous ne méritez pas plus que ça, vous ne valez pas plus que ça. Mais madame, vous osez vous plaindre? Mais de quel droit vous osez vous plaindre? Tu regrettes à ce moment-là d'être partie de ton confort, du domicile? Jamais. D'abord, on n'y pense pas à ce moment-là. On n'y pense pas. Je regrette pas.
Parce que j'allais laisser ma peau si j'étais restée. J'aurais laissé ma peau. Ton mari il continue à chercher, à savoir où tu es ou pas? Non, parce que maintenant il sait parfaitement où j'habite. Puisque par avocat interposé, on a nos adresses respectives. Et depuis que je suis dans mon nouvel appartement, je l'ai vu 2 fois en dessous de mon domicile. Voilà. La première fois, j'ai alerté mon avocat qui m'a conseillé de déposer une main courante. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. C'est soit je consacre le peu d'énergie qui me reste à me battre pour retrouver un emploi pérenne. Et là aussi, c'est compliqué pour une femme qui a 50 ans. Compte tenu du marché de l'emploi qui est compliqué, alors je risque de décevoir M. Macron, mais non, M. Macron ne traverse pas la rue en France pour trouver un travail. Parce que si vous saviez toutes les rues que j'ai traversées, les boulevards, les périphériques, le travail ne se trouve pas comme ça. Et donc, on tient dans des conditions de logement qui sont pas confortables, il faut dire ce qui est. Et dans un environnement où la violence urbaine est très prononcée. Depuis que je suis là, il y a eu 4 incendies criminels, dont 2 sous ma fenêtre. Et quand vous essayez de vous détendre et que vous entendez un grand boom, que vous vous demandez ce qui se passe, que vous ouvrez votre fenêtre et que vous voyez des flammes qui arrivent quasiment au niveau de votre fenêtre, que tous les voisins en dessous, que vous prenez juste, vous mettez un manteau, vous prenez le chien, parce que voilà, et votre fille sous le bras et vous descendez pour pas brûler, vous appelez les pompiers, vous vous dites, mais nom de Dieu! Quand l'association a monté un dossier de CIAO, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour me reloger, que mon dossier était placé en haut de la pile parce qu'à ce moment-là, j'ai une mission d'intérim suffisamment longue et suffisamment rémunératrice, 2800 € bruts par mois, qu'on vous met dans un appartement qui n'est pas décent, qu'on vous dit si vous le refusez de toute façon vous allez rester à la rue, donc vous l'acceptez de guerre lasse, qu'ils savent que vous avez été victime de violences conjugales et qu'on vous met dans un endroit où il y a de la violence urbaine et des trafics de drogue et vous ne pouvez pas rentrer chez vous tranquillement, vous vous faites emmerder tous les soirs et votre fille pareil. Vous vous dites pas, attendez, le système il tombe... Là aussi, on en est à combien? Quadruple peine, j'ai dit, ou quintuple? Je ne sais plus. En plus, le cas que tu évoques, ton histoire n'est pas une histoire isolée. J'imagine que ce que tu évoques là, beaucoup de femmes dans ta situation le vivent. Mais c'est pour ça que je le souligne. Quand on a déjà ce parcours-là, à minima, et il faudrait nous trouver des conditions d'hébergement et d'un pérenne tout de suite, et de 2, dans un environnement le plus serein possible, parce que, excusez-moi, comment on peut se reconstruire, entamer sa reconstruction, un retour à la vie normale, si on est dans un environnement où la souffrance physique, le stress physique qu'on a évoqué tout à l'heure, stress physique et mental d'ailleurs, on sursaute pour un rien, on continue de le vivre alors que normalement, censément, on est à l'abri. C'est pas possible. Et que dans le même laps de temps, on a fait une procédure, mais qui est en cours, que donc il n'y a pas eu d'ordonnance de non-conciliation, qu'on ne sait pas encore si on a une pension ou pas. Enfin bon, c'est vraiment pour toutes les femmes qui le vivent comme moi et nos enfants. Parce qu'on n'a pas encore parlé des enfants, chère Samia, mais pour nos enfants, mais c'est terrible, terrible. Ça développe aussi, j'ai même envie de dire que c'est encore plus terrible pour nos enfants. Parce que je ne connais pas une mère au monde, sauf les mamans qui peuvent avoir un problème, enfin les mamans dissonantes, il en existe comme il existe des pères dissonants. On a toute envie de protéger nos enfants. Voilà.
on s'y attache quand même, sa mère, même si on peut pas, on s'y attache, c'est-à-dire que tout ce qu'on a, on le garde. Et on ne montre pas sa souffrance à nos enfants. Je ne connais pas une femme qui a été victime de violence qui ne soit pas vis-à-vis de ses enfants souriante, qui donne la pêche, etc. J'en ai jamais vu. On donne le change. Comme on donnait le change vis-à-vis de nos maris au demeurant. On est devenus comment je vais dire, on devient expert dans l'art du camouflage, tellement on s'oublie et tellement, voilà. Sauf que là, c'est vital pour nos enfants. Et que pour nos enfants, vivre dans cet environnement-là aussi, ben, c'est pas bon. Et c'est les continuer, et c'est les remettre dans un contexte de violence. Donc je me dis, mais que font les pouvoirs publics? Qu'ils arrêtent de nous dire, comme je l'ai entendu récemment, oui, le ministère a débloqué, je me souviens pas de la somme que j'ai lue, je crois 900 000 euros pour 900 000. Tant de places d'hébergement. Oui, mais c'est une vaste fumisterie. Mais qu'on arrête de nous prendre pour des connes. Et je pèse mes mots. Tu es inquiète pour ta fille? Bien sûr que je suis inquiète pour ma fille. Je suis très inquiète pour ma fille parce qu'elle a développé des troubles suite à tout ça. Elle est suivie aussi. Et elle a son avenir à construire. Je suis très très inquiète. Et cet environnement de vie la met en souffrance. Il n'y a pas un jour sans qu'elle m'en parle. Elle s'est fait déjà agresser plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, et moi j'alerte les pouvoirs publics. Comment peut-on se reconstruire quand on a été victime de ça, quand on nous met dans des quartiers qui sont dans lesquels il y a une violence urbaine accrue. Voilà. Ces quartiers-là, ils les connaissent quand ils donnent, quand ils attribuent les logements. Et on nous met là parce qu'on estime qu'on nous fait une fleur. Alors je suis désolée, au moment où j'ai eu cet appartement, je l'ai eu, mon dossier est passé au-dessus du panier parce que j'ai margé quand même à 2 800 € brut par mois. Je ne pensais pas qu'à ce salaire-là, ils auraient pu me trouver un appartement mieux situé, sachant que de surcroît il est mal situé et c'est une toute petite superficie, c'est une superficie pour une personne. Et j'avais dit que nous étions à 2. Si vous refusez, votre dossier est bloqué pendant 1 an. Voilà ce qu'on m'a répondu. Eh bien, vous acceptez. Et vous continuez de fermer votre gueule, et je pèse encore une fois mes mots. Je suis désolée, je deviens crue. Ce n'est pas du tout mon langage, voilà. Mais il y a un moment, faut arrêter avec toutes ces bêtises. Des moyens financiers, il y en a. S'ils voulaient les attribuer, s'ils voulaient les allouer là où il faut. Des logements sociaux dignes de ce nom, il y en a. Pourquoi ne les attribue-t-on pas aux bonnes personnes? Et moi, je m'interroge sur tout cela. Et d'ailleurs, j'ai prévu de prendre date avec le maire de mon ancien arrondissement, avec lequel j'avais essayé de rentrer en contact à l'époque déjà pour lui expliquer ce qui s'était passé avec ses services sociaux. Et sa secrétaire, je tiens à le préciser, m'avait refusé le rendez-vous. Et je trouve que maintenant, je peux le joindre directement. Parce que j'ai continué à chercher. Parce que je ne veux pas que cela reste lettre morte. Je souhaite que cet édile puisse me dire en me regardant dans les yeux pourquoi j'ai subi cela en plus du reste. Pourquoi? Ta relation aux hommes, tu peux imaginer un jour retrouver confiance en un homme ou pas? Ou c'est quelque chose qui est un sujet que tu ne veux même pas aborder? Oui, mais je suis femme, mais c'est compliqué pour moi de répondre en tant que mère parce que je suis mère d'une jeune femme. Si je dis que je n'ai pas confiance en les hommes, quelle image je vais donner ou laisser faire croire à ma fille que tous les hommes sont mauvais? Mais ça serait dramatique pour sa construction à elle en tant que femme. Donc je ne peux pas répondre de manière aussi catégorique. Donc je dis à ma fille, comme je le dis ici, il y a des hommes très bien. J'ai des amis, qui ont des compagnons de vie ou des maris dignes de ce nom, qui sont très bien, qui sont des époux, des compagnons aimants, des pères aimants. Donc, moi j'ai eu la malchance de ne pas rencontrer ceux-là. Mais ma chérie, ma fille,
C'est pas parce que ta mère n'a pas eu cette chance-là que toi, tu auras le même destin, si tant est qu'il y ait un destin. Donc non, rassure-toi ma chérie, il y a des hommes très bien. Et en tant que femme, je me dis que il y a certainement des hommes très bien, j'y crois. Ma capacité à les rencontrer, je ne sais pas. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que je ne suis absolument pas dans cette dynamique-là. J'ai envie de me reconstruire, de renouer avec la notion de plaisir au quotidien, de plaisir simple. Moi, il n'y a rien qui me fasse plus plaisir maintenant que de regarder une bonne série avec ma fille et de rire, les fous rires qu'on peut avoir toutes les deux si on regarde une bêtise, sans m'entendre dire c'est complètement crétin ça, voilà. Le plaisir que je peux avoir lorsque ma fille qui mène sa vie de jeune femme part en soirée et d'être sur le canapé tranquille, à écouter de la musique ou à lire un bouquin ou à regarder la télé qui m'était interdite, mais c'est un bonheur sans fin. Voilà, donc c'est ces petits bonheurs-là et me réapproprier ma vie. Voilà, je crois que le plus important, c'est me réapproprier ma vie, mon histoire, renouer avec la notion de plaisir de laquelle j'étais privée pendant tout ce temps-là, renouer avec une vie sociale. Je suis très petitement logée, mes amis le savent, mais la dernière fois, on a fait une soirée entre amis. On était quatre nanas à nous raconter, à rire aux éclats autour d'un apéro dînatoire très sympa. On a passé un super moment. Comme on est des amis assez proches, chacune a amené un petit frichti. Donc voilà, mais c'est ça. C'est les bonheurs de la vie. Et si un jour, sur mon chemin se présente quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas comment je réagirai parce que je suis plutôt dans une dynamique de fuite. La prochaine étape, c'est sortir de cette union, le divorce, c'est ça? Oui, là, c'est en cours, mais je pense que ça sera long. Et donc, je m'attache à vivre au quotidien sans cette épée de Damoclès là au-dessus de la tête, parce que dès qu'il y a un rendez-vous avec un avocat, ou dès que mon futur ex-mari envoie une pièce qui m'est transmise par mon avocat, forcément, ça me remet dans cette histoire-là, et c'est des moments qui sont très douloureux, y compris physiquement, parce que généralement, ça me donne la nausée. J'arrive pas à manger, j'arrive pas à dormir, parce que forcément, ça ramène... Forcément, ça ramène à ce moment de vie-là que, comme je le disais précédemment, j'aimerais tellement oublier, mais je sais, grâce à la thérapie, que non, je n'oublierai jamais. Je peux au mieux apprendre à vivre avec et à le dépasser. Ce que dit le thérapeute. Et c'est très beau cette notion de le dépasser. Et je ne peux pas avoir de regrets pour la bonne et simple raison que il a fallu que je comprenne ce qui m'arrivait. Donc tu peux pas avoir de regrets parce qu'au moment où tu vis le truc, tu ne comprends rien à ce qui t'arrive. Tu ne comprends, je peux t'assurer. Je crois qu'il n'y a que les personnes qui ont vécu cette emprise et ce type de situation qui peuvent comprendre qu'effectivement que celles qui l'ont vécu soient ulcérées. Quand on entend dire ouais je comprends pas pourquoi elle n'est pas partie, c'est qu'on n'est pas en situation de partir, ni psychiquement, ni physiquement, ni financièrement, ni rien du tout. Donc non, je n'ai pas de regret de ne pas être partie plus tôt parce que je n'étais pas en posture 2. Je ne suis pas quelqu'un qui est par nature des regrets. La vie est ainsi faite, et je crois que c'est aussi culturel, hein, on nous apprend à accepter le fatalisme qui est culturel aussi. Je pense aussi que culturellement, je ne pouvais pas ne pas échapper à ça, comme beaucoup de femmes originaires du Maghreb. Tu es en silence? Oui, Svar. Ouais. Combien de fois ai-je entendu ma mère dire Svar Kanaïlia, Nikini Rakat Svara, Aoult Masvar. Voilà.
Maintenant que tu peux en parler facilement, Mm. et que tu as fait un travail de thérapie, et que Oui. tu œuvres dans une association qui lutte contre les violences conjugales, s'il y avait un message qu'il fallait que tu passes aux femmes qui sont peut-être à se demander s'il faut partir, si elles souffrent de violence, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parler. Première chose à faire, c'est parler. Et aller. Pour l'avoir vécu, je peux dire une chose, on ne comprend pas ce qui se passe. Quand on a le moindre doute, il faut aller voir une association qui lutte contre les violences conjugales. On va parler à quelqu'un en confiance. Moi, d'être allée vers cette association, ça m'a sauvé la vie, pour une raison très simple, qui va sauver la vie de beaucoup de femmes. Parce qu'on nous croit quand on parle. On ne remet pas notre parole en doute. Parce que vous allez parler à la famille. Svar. Svar, on va endurer encore longtemps. Toi, voilà, c'est Voilà. Tais-toi, ne bouge pas. Voilà. On va en parler aux amis. Les amis, même quand ils nous aiment et qu'ils sont proches, ils sont un peu distanciés. Ils savent tous qu'une vie de couple n'est pas sereine. Alors, est-ce qu'on est dans de la violence conjugale ou est-ce qu'on est dans des problématiques de couple? Ils n'osent pas se prononcer, ils ont peur de se prononcer, par peur aussi souvent de nous desservir et de nous faire prendre la mauvaise décision. Les associations qui luttent contre les violences conjugales sauront vous dire, donc il faut y aller. Ce sont des professionnels qui sont aguerris à l'exercice et qui savent, qui sauront vous dire si oui ou non vous êtes victime de violences conjugales. Ce ne sera pas en une fois, hein, entendons-nous bien, mais au regard de ce que vous allez raconter. Parce qu'il y a des signes, voilà. Il y a des choses que l'on sait sur les schémas de violence conjugale, etc. Donc, je dis à toutes les femmes, allez-y, courez. Deuxième chose, c'est qu'il faut partir. Mais attention, un départ, ça se prépare. Il ne faut pas partir bille en tête. Quelle que soit la peur que l'on ait, etc. Un départ se prépare pourquoi? Parce que demain, vous allez vous retrouver, comme je l'ai été moi, devant les tribunaux. Le tribunal, c'est encore autre chose. Il y a un juge, il y a des juges, il y a des procédures, il faut apporter des éléments de preuve. Dans les problématiques de harcèlement, quel élément de preuve vous pouvez avoir? Ils vont systématiquement dénigrer tout ce que vous dites et ils sont même capables de fournir des éléments à charge. À titre d'exemple, pour illustrer mon propos de précédemment, je disais qu'à un moment, je m'étais échappée une semaine chez ma cousine. Ce n'est qu'après être partie, l'avoir quittée, et après avoir entamé ma procédure de divorce, que j'ai découvert que le jour même, il avait été au commissariat pour déposer une main courante pour signaler ma disparition. Ma femme a disparu, je ne sais pas où elle est. Je ne déclenche pas de plan d'alerte parce qu'elle n'a pas pris ses affaires. Donc je présume qu'elle doit être dans un endroit qu'elle connaît. Donc, ces personnes-là préparent le terrain. Ils passent leur temps à monter des dossiers. Il faut faire attention à ce que l'on dit à partir du moment où on a pris la décision de partir. Il faut faire attention à rester discret sur les rendez-vous qu'on peut avoir avec les associations ou les amis. Il faut faire attention sur son portable à supprimer, à couper lorsque l'on est en déplacement la touche de géolocalisation. Quand on a un doute sur son portable, parce que ça s'est avéré aussi, il faut s'assurer qu'on n'est pas fliqué. Voilà. Lorsque votre compagnon vous parle en manipulant son portable à la main, il faut s'assurer et qu'il essaie de vous pousser à la colère. Moi, je l'ai vécu aussi, sauf que je ne suis pas d'un tempérament à m'énerver, donc c'est très mal tombé. Mais combien de fois j'ai eu des doutes et combien de fois je me suis rendu compte qu'il me poussait à m'énerver avec son portable à la main pour m'enregistrer. Parce qu'il constitue des éléments de preuve. Et enfin, pensez à vous constituer des éléments de preuve. J'ai eu la chance dans cette terrible histoire de ne pas partir les mains vides. C'est-à-dire que sur les conseils d'une psychologue d'une association,
Dès que j'avais un petit peu de temps devant moi, la peur au ventre, je prenais mon portable et je photographiais nos papiers. Parce que pour information, en ce qui me concerne, il avait la main mise sur tous nos documents, que ce soit les miens, les siens bancaires. Il insistait pour que tous les éléments soient regroupés dans son bureau à lui. Lequel bureau m'était accessible naturellement. Mais à un moment, je me suis même demandé s'il n'avait pas mis des caméras. Et j'ai pris le risque. Donc voilà. Et donc c'était des photos. J'ai des documents qui sont flous parce que dans la précipitation de faire des photos, etc. N'empêche que j'ai réussi à avoir des éléments de preuve. J'ai gardé aussi les SMS d'insultes qu'il m'envoyait, les mails d'insultes, les mails qui alternaient mots d'amour, insultes, pression financière, etc. Et ça a servi à étayer ma demande en divorce. Donc j'enjoins vraiment toutes les femmes qui souhaitent partir à rester discrètes, à ne pas les bruiter, même les amis et la famille, on ne sait jamais. C'est idiot, mais ça peut partir d'un bon sentiment ou on ne sait pas, parce que ces personnes-là, comme on l'a dit, ont une tendance à la manipulation qui est très forte. Et encore une fois, j'essaie de faire attention aux mots que j'utilise parce que je ne suis pas psy moi-même. Et ces mots-là, voilà. Mais écoutez surtout les conseils qui vous sont donnés par ces associations. Dans l'association que je connais bien, il faut également savoir qu'il y a des avocates du barreau de Paris, comme il y en a dans d'autres associations, qui sont aguerries à traiter ces dossiers de violence conjugale et qui sont habilités, quand on a des petits revenus, à travailler j'ai oublié le terme, en aide juridictionnelle. Et faites très attention avant de s'engager avec un avocat, parce qu'un dossier qui est mal enclenché dès le départ, qui est enclenché sous un angle très mauvais, va prendre des années et aura des répercussions catastrophiques. Et que voilà, ce qui me manque le plus, je pense, c'est cette capacité à me projeter. De ne pas avoir les revenus suffisants pour me projeter, de me dire bon voilà, je serre les dents, mais je vais pouvoir nous offrir à ma fille, à moi, un séjour de 15 jours très sympa pour déstresser, voilà. Ouais, je crois qu'en substance, c'est ça. Mon mari m'a battue et humiliée pendant 10 ans. Il m'a cassé plusieurs fois le nez, les côtes, les dents. Mais depuis 15 jours, c'est enfin terminé. En France, tous les 3 jours, une femme meurt victime de violences conjugales. Parlez-en avant de ne plus pouvoir le faire. Appelez le 39 19.